Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Avant tout, je tiens à vous souhaiter à vous tous et tous la bienvenue à l'acte 2 de l'histoire de l'Empire ottoman dans le cadre de ce séminaire. Et dans un premier temps, je voudrais quand même remercier aussi, à l'instar de ce qu'a fait notre frère Khalid, le présentateur, de remercier les responsables de la mosquée Al-Khalid de nous avoir permis d'organiser ce séminaire dans cette mosquée, la mosquée Al-Khalid, la Ligue d'entraide islamique. Et en même temps, je vous remercie vous tous et tous pour votre présence, votre participation. Et j'espère, Inch'Allah, que ce séminaire sera on ne peut plus instructif. Un rappel très rapide de ce qui avait été abordé lors de l'acte 1 du séminaire pour ceux qui étaient présents et pour ceux et celles qui ont suivi celui-ci via donc, la vidéo et le lien qui a été mis à votre disponibilité. Durant l'acte 1, nous avons procédé à une présentation générale de l'Empire ottoman dans les grandes lignes. Nous avons également évoqué l'origine donc, de cette dynastie, la dynastie ottomane. Comment a-t-elle commencé? Donc il s'agissait, pour rappel, donc d'une confédération tribale du nom de Oghuz, de laquelle découlait une famille ou un clan familial qui portait le nom de Kaybé. Et c'est comme ça que progressivement va naître cette dynastie qui se transformera en principauté et qui résidait dans le Transoxiane qui est du côté du Turkestan, en Asie centrale. Le nombre de sultans qui se sont succédés à la tête de cette grande nation musulmane, leur nombre atteint les 37 sultans et califes qui pendant 6 siècles ont dirigé un très grand empire, une très grande nation musulmane. Malheureusement, nous, en tant que musulmans, nous connaissons très peu. Nous ne connaissons pas grand-chose de cette histoire. Et c'est important, je pense, pour moi et pour vous aussi, de découvrir cette page importante de l'histoire. Durant l'acte 1, nous avons également procédé à un parcours rapide de l'histoire de l'Empire ottoman, ce qui s'étale sur 6 siècles. La naissance, la construction, l'apogée, mais aussi le déclin, la décadence, la chute et l'abolition du califat en 1924. Chers frères et sœurs, il y a une chose très importante qu'il faut souligner. C'est que l'histoire de l'Empire ottoman, de la dynastie ottomane, c'est une page. Elle représente une page de l'histoire musulmane. Autrement dit, une page de notre propre histoire. Les Ottomans sont nos ancêtres, Ajdadouna. Et nous devons, bien entendu, ne pas admettre de tomber dans cette travers de nationalisme étriqué qui nous ferait croire que nous sommes arabes, maghrébins, berbères, que ceux-là sont des Turcs qui n'ont rien à voir avec nous. Le ciment sur lequel repose la Ummah, cette nation transnationale, cette communauté transnationale, c'est celui de la foi. C'est le ciment le plus solide qui réunit tous les croyants, quelle que soit leur origine, leur ethnie, leur race, leur langue, leur couleur. Et donc pour nous, les Ottomans sont nos ancêtres. Et nous pouvons être fiers des grandes œuvres et des grandes réalisations qu'ils ont pu accomplir durant ces siècles. Je voudrais apporter une petite correction. Lors du premier séminaire, lors de l'acte 1, il y a une erreur qui s'est malencontreusement glissée dans mon exposé. Et d'ailleurs, je remercie le frère, que Dieu le récompense, d'avoir attiré mon attention sur cette erreur. C'est une erreur, bon, ce n'est rien de grave. C'est par rapport à ce compagnon auquel j'ai fait allusion lorsque j'ai parlé de l'universalité de l'islam. J'ai parlé d'un compagnon du nom de Sohaib le Romain. En fait, Sohaib le Romain n'était pas romain, il était arabe, mais il était capturé par les Romains et était élevé chez les Romains, sinon ses origines sont arabes. Cette correction devait s'imposer et je remercie une fois de plus le frère qui a attiré mon attention sur cette erreur qui s'est malencontreusement glissée dans mon exposé. Et enfin, un point très important aussi que nous avons souligné lors de l'acte 1, c'est que l'Empire ottoman a rendu de très grands services à la Ummah. De très grands services. Et je peux résumer ces services dans 3 points essentiels. Le premier point,
c'est que cette grande nation musulmane a protégé les lieux saints de l'islam. Il faut savoir que les lieux saints de l'islam, et particulièrement la Mecque et Médine, ont été à maintes reprises, ont été exposés à de graves dangers de puissances européennes et surtout le Portugal, qui a tenté à plusieurs reprises de pénétrer l'Arabie, de s'emparer des deux lieux saints et de profaner les lieux. Et il a fallu, bien entendu, l'intervention vigoureuse des Ottomans pour les empêcher et leur interdire de poser pied dans la péninsule arabique. L'autre grand service également rendu par les Ottomans, c'est la préservation de l'identité arabo-musulmane du Maghreb. Parce qu'après la chute de Grenade en 1492-1492, après l'expulsion des musulmans d'Espagne, les puissances ibériques, à savoir l'Espagne et le Portugal, se sont dit notre tour est venu maintenant de nous installer à notre tour, tout comme eux se sont installés chez nous pendant 8 siècles, à nous maintenant de nous installer chez eux. Et ils ont eu de nombreuses tentatives qui ont toutes, par la grâce de Dieu, échoué. Ils ont tenté de s'installer, même s'ils l'ont fait en certains moments. Je pense à certaines villes de la côte marocaine sur l'Atlantique, où ils se sont installés pendant un laps de temps assez court avant d'être délogés de là. Quoi qu'il en soit, les Ottomans ont veillé à intégrer le Maghreb, à part le Maroc, qui avait un royaume séculaire. Le Maghreb a été intégré donc à l'Empire ottoman et protégé de ces occupations donc espagnoles et portugaises qui malheureusement visaient aussi à effacer l'identité arabo-musulmane de ces populations. Et enfin, le dernier grand service rendu par les Ottomans, c'est la propagation de l'islam dans les Balkans. Si aujourd'hui il y a des musulmans en Albanie, en Macédoine, s'il y en a aussi en Bulgarie, en Roumanie, en Bosnie aussi, c'est grâce à Dieu avant tout, mais c'est aussi, après cela, grâce aux efforts entrepris par les Ottomans qui ont conquis ces territoires, mais qui ont aussi permis à l'islam de se répandre dans ces régions. Et ces gens aujourd'hui sont toujours musulmans et même fiers de l'être. Alors aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, comme l'a très bien souligné notre frère Khalid qui a présenté aujourd'hui le séminaire, nous allons découvrir qui sont les sultans fondateurs. La période des sultans fondateurs, c'est le titre que j'ai donné pour l'acte 2. La période des sultans fondateurs s'étale de 1281 à 1421. Autrement dit, 140 ans. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui ensemble, Inch'Allah. 140 ans d'histoire que nous allons partager ensemble durant ce séminaire, Inch'Allah. Alors permettez-moi de vous présenter ces fameux sultans fondateurs. Ceux qui vont jeter les bases d'une grande nation musulmane, d'un grand empire qui est appelé à durer dans le temps. Tout reposait sur leurs épaules. Ce sont ceux qui vont semer les premières graines de cet arbre, l'arbre ottoman. Alors vous avez Uthman Ghazi, vous avez Orkhan, vous avez également Mourad Ier, vous avez Bayazid Ier et Mehmed Ier, Mohammed Awwal, qui est le cinquième de cette lignée illustre des sultans ottomans. Alors comment allons-nous aborder la biographie et l'histoire de ces 5 sultans illustres de la dynastie ottomane? Nous allons l'aborder de la manière suivante. Nous allons présenter un bref portrait de chaque sultan qui comportera les grandes lignes de sa biographie, ainsi que quelques traits de sa personnalité. Ensuite, nous passerons aux principaux événements survenus durant le règne de chacun de ces sultans. C'est important de savoir cela. Et enfin, les réalisations essentielles accomplies donc sous son sultanat, sous le règne de chacun de ces sultans. Il faudra faire preuve de patience parce qu'il y a beaucoup de dates, il y a beaucoup de noms, il y a beaucoup d'événements, parce que cette histoire est une histoire très chargée en événements et en rebondissements. En tout cas, c'est une aventure riche, c'est une grande épopée que je vous invite à partager avec moi durant, Inch'Allah, ce séminaire. Commençons par le premier. Le premier Osman Ier Ghazi,
qui est le premier sultan de cette grande dynastie musulmane. Son règne débuta en 1281 et s'acheva par son décès en 1326. Nous allons maintenant découvrir, Inch'Allah, les grandes lignes de sa biographie. Bon, vous l'avez compris, il s'appelle Uthman, fils, je sais qu'il y a non, quelquefois les noms turcs c'est un peu difficile, mais Tin nous excusera pour si nous écorchons l'un ou l'autre nom, et je lui permets même de me reprendre là-dessus sans aucun problème. Uthman qui est le fils de Urturgul. Urturgul, c'est quelque part le précurseur de la dynastie. C'est lui qui dirigeait le clan familial avant qu'il ne cède la place à son fils. Un fils intelligent, un fils intrépide, infatigable, comme vous allez le voir. Alors notre Uthman est né à Soghut en 1258. Et Soghut, c'est une ville qui se trouve au nord-ouest de la Turquie aujourd'hui. Et 1258 est une date très importante. Autant c'est la date de naissance du fondateur de la dynastie ottomane, du fondateur de l'Empire ottoman, c'est aussi la date qui renvoie à une page très sombre de l'histoire de l'islam, à savoir la mise à sac de Bagdad par les Mongols, la même année où est né Uthman. En 1258, l'empereur Hulaku, qui était mongol avec ses troupes, investit la ville, la met à sac, à feu et à sang, massacre sa population et exécute le dernier calife abbasside irakien. Le tue, le massacre, lui et sa famille. Ne resteront que quelques personnes, quelques membres qui réussiront à prendre la fuite sous la protection de la garde impériale qui deviendra à son tour un État, à savoir les Mamelouks. Et les Mamelouks vont déplacer le restant de la famille impériale, donc abbasside. Ils vont les installer en Égypte. Et c'est là que la dynastie va renaître de ses cendres, mais en réalité, elle va renaître sans pouvoir. Parce que la garde impériale, les Mamelouks, qui étaient de grands soldats, de grands commandants, vont prendre le pouvoir et vont utiliser les Abbassides comme couverture. C'est uniquement un paravent. Parce qu'eux n'ont pas de légitimité. Et leur légitimité, ils la tiennent justement, de ce calife abbasside, ou de ces califes abbassides qui vont régner sur l'Égypte, la Syrie, une partie de l'Irak et de la Palestine. Donc retenez cette date 1258 qui correspond à la date de naissance du fondateur de la dynastie ottomane et de l'Empire ottoman, et aussi qui correspond à ce drame qui a frappé violemment l'Irak et la dynastie abbasside, à savoir donc la mise à sac de la ville de Bagdad. Alors, on vient de l'indiquer, il donne à son nom à la dynastie ottomane, c'est une chose assez claire. Alors, quels sont ses surnoms? Cet homme a plusieurs surnoms, et c'est normal. Pour un personnage grandiose comme lui, pour un bâtisseur et un fondateur comme lui, il est normal qu'il ait plusieurs surnoms. Les surnoms qu'il a et qu'il possède sont des surnoms renvoyant à une qualité morale présente en lui, comme par exemple Qura Uthman en arabe, qui signifie Uthman le noir. Pourquoi le noir? Le noir ici est équivalent, ou plutôt était synonyme chez les Turcs à l'époque, chez les Turkmènes, était synonyme de bravoure et de courage. On décrivait quelqu'un comme étant noir parce qu'il est courageux, brave. Il avait aussi donc des titres religieux, des surnoms religieux. On l'appelait Fakhruddin, la fierté de la religion, ou encore Mu'inuddin, celui qui assiste et appuie la religion. Tout comme il eut également des titres plutôt politiques et très symboliques, tels que Al-Bek, en français Beg, B-E-G, qui signifie prince, ou quelquefois gouverneur. Khan, le titre Khan s'accompagne souvent de celui de Sultan, et le titre Khan est un titre donné par les Perses essentiellement. Et enfin Al-Ghazi, le guerrier, le combattant, et c'est par ce surnom qu'il se fera beaucoup plus connaître. On l'appellera Uthman Al-Ghazi, alors que le titre précédent, celui de Khan et Sultan, ces titres lui seront donnés après sa mort, à titre posthume. Pourquoi? Parce qu'après sa mort, il était le commandant
et le chef d'une principauté, une principauté qui se situe dans les marches avancées de son futur empire sur les frontières limitrophes de l'empire byzantin. Il s'est marié en 2 fois. La première fois en 1280, il a épousé une femme qui se dénomme Mal Khatoun et qui va lui donner son successeur, à savoir Orkhan. Et cette femme d'ailleurs, c'est la fille d'un ministre seldjoukide. Pour rappel, les Seldjoukides, c'était une dynastie musulmane qui était présente en Asie centrale et qui a récupéré les territoires perdus par les Byzantins, d'où le nom qu'on leur a aussi donné comme étant les Salajirat al-Rum, donc les Seldjoukides romains. Pourquoi? Parce qu'ils ont récupéré une série de provinces appartenant aux Byzantins et y ont installé leur État. Et comme il a été souligné lors de l'acte 1, les Ottomans ont commencé comme étant une principauté vassale dépendant des Seldjoukides et agissant en toute autonomie, dans la confiance la plus totale des Seldjoukides. Cette femme ici, Mal Khatoun, c'était la fille d'un ministre seldjoukide qui s'appelait Omar Abdel Aziz, à ne pas confondre avec le grand calife omeyyade, Omar ibn Abdel Aziz. Il y a une différence entre les deux. En 1289, il va épouser une autre épouse qui s'appelle Rabi'a Bala Khatoun, qui elle, c'est la fille d'un grand savant de l'époque qui s'appelle le cheikh Edibali. Et ce cheikh ce savant est considéré comme le père fondateur spirituel de l'Empire ottoman. Il est considéré comme le père fondateur et spirituel de l'Empire ottoman. Et bien sûr, ce mariage pour Othman est très symbolique parce qu'il gagne à ses côtés un savant d'une très grande notoriété, écouté et suivi par beaucoup de gens. Et c'est ainsi qu'une assise religieuse de cet empire se met en place progressivement. En 1281, on peut se poser la question, qu'est-ce que nous on fait à 24 ans? À l'âge de 24 ans, il succéda à son père. Donc il y a un clan familial, Ashira, cet embryon de la future principauté ottomane. À l'âge de 24 ans, il succède à son père, qui bien sûr est toujours vivant, mais il lui cède la place. Son père étant âgé, malade, il lui cède la place pour qu'il puisse prendre les choses en main. Mais en réalité, il lui cède la place pour autre chose aussi. Parce qu'avec la vieillesse, on n'a plus la force d'entendre. Et quand on a affaire à un jeune homme qui a une forte personnalité, qui est vigoureux, qui est vivant, qui est actif, on comprend aisément pourquoi le père choisit et opte pour cette solution de céder la place à son fils afin de donner plus d'élan à cette principauté qui va se transformer en empire, comme on vient d'indiquer. Il décéda en 1326 à l'âge de 67 ans, après avoir érigé les bases de son futur empire appelé à durer. Et aussi un autre événement important ayant précédé donc son décès, c'est en 1299, c'est l'indépendance de la principauté ottomane. Pourquoi? Parce que, comme je lui disais il y a quelques instants, la principauté ottomane a toujours été vassale, elle a toujours été dépendante des Seldjoukides. Mais en 1299, le sultan seldjoukide et son fils, qui est censé être son successeur, tous les deux ont été tués par les Mongols. Et avec la mort de ces deux hommes, avec leur mort, ce qu'il reste de l'empire seldjoukide ou de la dynastie ou du territoire seldjoukide se décompose, va en déconfiture, et c'est comme ça que Othman peut en toute facilité, toute aisance, déclarer l'indépendance donc de sa principauté et prendre ses libertés pour s'étendre, comme nous le verrons dans quelques instants, Inch'Allah Ta'ala. Ce qui est aussi important à souligner, c'est qu'à sa mort, il laisse aussi un testament politique à son fils, Orkhan. Ce testament politique, nous allons le découvrir dans quelques instants. Ce testament politique est très important parce qu'il représente les grandes lignes de conduite qu'il propose à ses successeurs. Autrement dit, un mode de bonne gouvernance. Et d'ailleurs, les sultans puissants de l'Empire ottoman vont tous suivre cela. Surtout après Suleiman le Magnifique, Suleiman el-Majid, c'est là que commence
la descente. Voyons maintenant les principaux traits de ce personnage. On va essayer d'aller un peu plus vite, Inch'Allah, dans tout cela. Bravoure et ténacité. Ça, c'était une grande qualité qu'avait le sultan Othman Ier. Bravoure. Et vous comprenez pourquoi le surnom lui a été donné et que nous avons évoqué là tout à l'heure. Donc, Qura Othman, donc Othman le Noir, parce que c'était un chef militaire hors pair qui ne reculait, devant aucune situation. Quel que soit le danger, quelle que soit la difficulté, il ne reculait jamais. Et ça, c'est important. Et on va comprendre aussi que de par sa forte personnalité, que de par aussi son charisme, comme on va voir dans quelques instants, il va entraîner avec lui beaucoup de monde. Patience, on va y arriver, Inch'Allah. Et à titre d'exemple, pour illustrer donc sa bravoure et son courage et sa ténacité, les princes byzantins qui chacun dirigeait sa propre forteresse, qui étaient des marches avancées de l'Empire byzantin en Anatolie, vont se donner le mot pour constituer un front contre Othman. Parce qu'ils voient venir de loin le danger. Une principauté très active qui commence à prendre de l'ampleur et de l'élan, c'est dangereux. Alors ils vont prendre les devants, ils vont constituer un front pour pouvoir lui faire face. Et en allant vers lui, à son tour, il va vers eux. Et il réussit à disperser donc tous ses adversaires et à les mettre en déroute. Et c'était d'ailleurs une grande leçon que les Byzantins ne sont pas prêts d'oublier. La leçon de bravoure, de courage. Comme je le disais, il ne recule jamais devant la moindre situation. Et son courage et sa bravoure devinrent un très grand exemple qui vont inspirer tous ceux qui vont lui succéder. Il est devenu un modèle, quelque part. Une autre qualité, c'est patience et détermination. La patience, il en avait. La détermination aussi. Parce qu'il faut savoir que les forteresses byzantines étaient bien gardées. Très bien gardées. Et lorsqu'il établit le siège de l'une d'entre elles, il ne recule jamais. Il passe l'été, l'automne, le printemps, l'hiver, il est toujours là. Il ne bouge pas. Il ne connaît jamais de retour en arrière. Et ça, c'est très important. Et ça met aussi en confiance tous ceux qui le suivent. Et pour exemple, par rapport à la détermination, le siège de la ville de Bursa. La ville de Bursa sera assiégée pendant près de 10 ans. C'est énorme, 10 ans. Pendant près de 10 ans. Et malgré son âge avancé, il restera sur les lieux jusqu'à sa mort. Et il ne verra pas le fruit de son effort. C'est son fils qui va récolter le fruit, Orkhan, et qui prendra donc Bursa sans combat, comme on le verra dans quelques instants, Inch'Allah. C'est aussi un homme qui avait du charisme. Il avait du magnétisme aussi, dans le sens où il exerçait un très grand ascendant sur tous ceux qui l'entouraient. Et preuve en est, même des princes byzantins, chrétiens, qui n'étaient même pas musulmans, se sont sentis attirés par lui. Pourquoi ? Parce que c'est la seule personnalité forte de la région. C'est le seul. Pendant que l'Empire byzantin est dirigé par des empereurs qui sont plus dominés par leur cour, lui, il représente le seul dirigeant de la région qui affiche une forte personnalité, une grande autorité, et je dirais même une autorité incontestée. Et ce qui va faire que beaucoup de princes byzantins chrétiens, chose amusante, vont le rejoindre et vont se ranger sous sa bannière. Il y a même le commandant de Bursa. Pourtant, Bursa, c'est une ville que les Byzantins cherchent ou veillent à bien protéger. Eh bien, la ville de Bursa, son commandant, va faire défection, il va rejoindre Othman Ier. Il en est de même pour les musulmans. Il y a de nombreux groupes musulmans qui vont aussi rejoindre et se ranger du côté de Othman, parce que Othman, justement, c'était un meneur d'hommes. Il avait ce don de rassembler les hommes autour de lui et de les mobiliser. Ça, c'est une qualité, c'est un don divin. Il n'est pas accordé à n'importe qui.
Alors parmi les groupes musulmans qui vont nous rejoindre, je les cite très rapidement, nous avons un groupe qui s'appelle Ghaziaroum. Ghaziaroum, c'était un groupe combatif qui se trouvait sur les frontières de l'Empire byzantin et qui s'était fait une spécialité qui était ce qu'on appelle la contre-offensive ou la défense. À chaque fois que les Byzantins faisaient incursion en Anatolie pour récupérer ce qu'ils pouvaient récupérer comme territoire, ils trouvaient en face d'eux mobilisés pour les repousser. Ces hommes-là vont rejoindre et vont apporter leur contribution et leur expérience donc à Uthman. Il y a aussi les Ikhyan. Les Ikhyan qui en arabe c'est les Ikhwan, les frères. C'est un groupe de commerçants, de bienfaiteurs, de gens pieux, de savants qui vont se mettre au service de Uthman en mettant à son service, à sa disponibilité, les richesses qu'ils ont. Ils vont construire des mosquées, ils vont construire des lieux de retraite qu'on appelle takaya en arabe, ils vont aussi entretenir donc les troupes de Uthman, et plus que cela, tous les projets que Uthman entreprend, ils représenteront une manne financière sur laquelle il peut compter. Et ça, c'est important. Parmi les groupes aussi musulmans très importants, il y a ce qu'on appelle Hajjiyat Rum. Ce sont les pèlerins de Rum, les pèlerins de la terre romaine. Ça, c'était un groupe de savants. Ces savants-là étaient connus pour leur grande connaissance de l'islam, leur grande connaissance de la jurisprudence musulmane. Et ils vont rendre service aussi à Uthman en intégrant ses rangs afin d'instruire non seulement les soldats, mais aussi les populations qui vont entrer sous la domination ottomane. Et ça, c'est un mouvement constant qui va se poursuivre avec le temps. Chaque fois que les Ottomans arrivent quelque part, même dans les Balkans, chaque fois qu'ils arrivent quelque part, il y a derrière eux une autre armée qui les accompagne, qui elle est sans armes. C'est une armée de missionnaires et prédicateurs, de savants qui vont encadrer la population, qui vont instruire, qui vont présenter ce qu'est l'islam afin d'encourager les gens à suivre cette religion. Une autre qualité importante qui faisait défaut durant cette époque, justice et équité. La justice et l'équité, c'est une valeur absolue et sacrée chez Uthman. Et d'ailleurs, il va l'enseigner à son fils Urkhan, et les premiers sultans vont la respecter à la lettre, d'une manière générale bien sûr. Il n'y a pas de perfection chez les hommes. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y a un exemple illustrant justement l'équité de Uthman. C'est qu'un jour, il a dû, en tant que juge, dans une province ou dans une région qui avait été conquise, une ville conquise, il a dû juger entre un musulman et un byzantin chrétien. À une époque où l'injustice et l'oppression étaient monnaie courante, où les Byzantins en ont vu de toutes les couleurs de la part de leurs propres dirigeants, le fait de se retrouver devant un juge musulman, ici en l'occurrence le sultan lui-même, donc il n'était pas encore sultan à l'époque, il était prince et gouverneur. Uthman va juger en faveur de cet homme, ce chrétien, contre un musulman. Alors c'est une première, ce n'est pas une chose habituelle pour eux. Et c'est pour cette raison que cet homme va lui dire « Tu juges en ma faveur alors que je suis sur une foi, une religion qui est différente de la tienne ?» Il lui dira « Notre Seigneur que nous adorons nous a ordonné ce qui suit. Inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna nas an tahkumu bil 'adl. » Dieu vous ordonne, c'est un verset dans la sourate Les Femmes sur le Nisa, Dieu vous ordonne de restituer les dépôts à leurs ayants droit. Et si vous jugez entre les gens, montrez-vous juste à leur égard. Et je pense que je ne vais pas vous surprendre si je vous dis que cet homme s'est converti à l'islam. Parce qu'il n'a pas vu de justice parfaite, si ce n'est chez ces hommes-là. Respect des engagements pris. Ça aussi, c'était une grande qualité qu'avait cet homme. Et pour exemple, lorsqu'une forteresse, la forteresse de Ulubad, qui était une forteresse byzantine en Anatolie, a été prise, le commandant chrétien et byzantin de la forteresse a mis une condition. Il a dit « Je ne vous donnerai pas la forteresse, sauf si vous me respectez une condition importante. » Quelle est cette condition? Il leur dit « Écoutez, entre nous et vous, il y a un pont, parce qu'il y a une rivière en dessous. Il y a un pont qui conduit vers la forteresse. Je ne permettrai à aucun musulman d'entrer parmi vous
d'entrer dans la forteresse tant que celle-ci n'a pas été vidée donc de ses habitants. Eh bien, Uthman, sans hésitation, il lui a donné sa confiance, il lui a donné son accord. Nous respecterons cet engagement et il en fut ainsi. Dévouement pour la cause de l'islam. Ce n'était pas un homme qui était en train de construire sa propre gloire. Il ne recherchait pas non plus la notoriété ni la puissance, parce que nous allons voir dans quelques instants, c'est un homme qui est mort dans la pauvreté. Ça peut nous étonner. Ce sultan est mort dans la pauvreté, dans la privation. C'est rare ça. Quant à son dévouement, tout simplement, c'était un homme qui était très zélé sur le plan religieux. Son plus grand souci, c'est de faire porter le message de l'islam le plus loin possible. Le plus loin possible. Et ceci nous conduit au point suivant, l'ascétisme. À sa mort, il laisse derrière lui une paire de bottes, une boîte, une caisse dans laquelle se trouvent quelques ustensiles, une selle de cheval, 100 moutons. Et certains historiens disent, que lorsqu'il portait un vêtement, le jour même, il le donnait à des pauvres ou un pauvre. Il ne gardait jamais les vêtements qu'il portait donc sur lui. Et il est mort dans la privation. Ça, ce sont donc les principales qualités, les principaux traits de sa personnalité. Maintenant, découvrons ensemble, Inch'Allah Ta'ala, les principaux événements qui sont survenus lors de son règne. Eh bien, on l'a vu en 1281, il succède à son père à la tête du clan familial qui comptait 400 membres. 400 membres. Et avec les années, ce clan familial va s'agrandir et va compter 4000 membres, ce qui est énorme. Et la force des Ottomans se résume dans les points suivants. En tant que clan familial appelé à devenir principauté. La jeunesse. Donc c'est un clan familial composé essentiellement de jeunes. La témérité. Ce sont des gens très téméraires, très décidés, un esprit combatif très élevé. Le courage, la bravoure, toutes ces qualités réunies vont donner un immense élan qui aideront d'ailleurs Uthman à remplir ce dessein. À partir de 1291, donc 1291, notre sultan Uthman Ier entreprend ses premières conquêtes. Il va prendre plusieurs villes et forteresses byzantines. Parce que, c'est quoi son objectif? On verra ça dans les cartes prochaines, Inch'Allah. Son objectif, c'est d'isoler la ville de Constantinople. Le rêve des Ottomans, c'est de s'emparer de Constantinople. Vous savez pourquoi? Parce que tous les souverains musulmans, à commencer par les 4 califes, tous ont essayé de prendre Constantinople sans succès. Pourquoi? Parce que celui qui prend Constantinople, ce sera, comme le dit le prophète sallam, ce sera le meilleur des commandants de l'islam. Et ceux qui seront avec lui seront parmi les meilleurs musulmans. Alors tous veulent gagner ce privilège. Ils vont tous essayer, mais sans succès. Alors les Ottomans se sont fixés cet objectif-là, mais d'une manière beaucoup plus stratégique, dans le sens où ils vont tenter d'isoler la ville. Au lieu de l'attaquer de front, on va isoler la ville. On va s'emparer du maximum donc, de forteresses de villes appartenant aux Byzantins. On va couper donc, les liens de communication avec la ville. Et le jour où elle sera complètement isolée, le jour où elle sera prête à être prise, donc on passera à l'action. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est une stratégie très pertinente. Et attention, ils ne sont pas comme nous. Eux, ils ont le temps. Ils ne sont pas pressés. Nous, quand on commence un projet, on veut que ce projet, aujourd'hui, il naisse et il soit terminé. Eux, ils ont le temps, ils jettent les bases. Et si lui ne peut pas le faire, son fils, son petit-fils, ou dans quelques générations, mais ça viendra. Ils jettent les bases et ils préparent le terrain à ceux qui suivront. Je pense que le grand avantage qu'ont les Byzantins, qu'ont les Ottomans, c'est que l'empire byzantin n'est plus ce qu'il était auparavant. C'est un empire malade, vieillissant, en pleine décomposition. C'est un empire qui est en but à de nombreux conflits internes. Il doit aussi faire face aux assauts
incessant des Turkmènes d'Asie centrale qui ne cessent d'attaquer et d'agresser les frontières, ou du moins ce qui reste des frontières de l'Empire byzantin. Enfin, les Byzantins doivent aussi faire face à un autre problème. Ce sont les attaques qui viennent des Balkans, des Serbes particulièrement, qui ne cessent, encouragés par d'autres puissances européennes chrétiennes, qui ne cessent d'attaquer l'Empire byzantin pour reprendre Constantinople. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un conflit entre Rome et Constantinople. Rome est catholique. Constantinople, elle est orthodoxe. Et vous allez comprendre ça plus tard, Inch'Allah, cette tension qui va les empêcher de s'unir contre les Ottomans. Sauf exception près. Voici une carte. Je l'ai appelée grignotage de l'Empire byzantin. Parce que regardez, en vert, ça ce sont les peuples turcs. Parce qu'il y avait plusieurs principautés turques et chacune cherchait à s'emparer du maximum de territoire appartenant aux Byzantins. Et ce qui est en mauve, c'est ce qui reste donc de l'Empire byzantin. Et vous avez d'ailleurs Sogut que vous voyez là devant vous. Sogut, c'était la première capitale. C'est là qu'est né notre souverain ici, Sultan Othman Ier. Et c'était la première capitale donc des Ottomans. Donc on voit ici qu'il y a carrément un émiettement de l'Empire qui se décompose. Et l'avantage des Ottomans, c'est que leur principauté se trouve sur les frontières de l'Empire byzantin. Ce qui leur donne beaucoup de facilité et minimise la rivalité avec les autres. Parce qu'il y a d'autres principautés qui, elles, sont au cœur de l'Anatolie. Et vu qu'elles sont au cœur de l'Anatolie, elles sont souvent en conflit avec d'autres qui sont autour d'elles, qui sont quelquefois plus fortes qu'elles. Les Ottomans, par la grâce de Dieu, ont eu cet avantage de se retrouver sur les frontières d'un empire malade et vieillissant, comme on l'a indiqué il y a quelques instants. Donc ils vont tenter et essayer de combler le vide créé par les Byzantins, qui ne sont plus capables de contrôler la région. Allons plus loin, Inch'Allah. 1302. Ici, Othman va pouvoir remporter sa première victoire importante sur les Byzantins lors de la bataille de Baphus. Baphus, on va la voir maintenant, Inch'Allah, dans la carte. L'empereur byzantin, donc Andronique II, essayait de protéger une province qui était sous le feu des Ottomans. Et en essayant de la protéger, il va bien entendu se retrouver face à face avec Othman Ier, avec une grande différence, c'est que l'empereur byzantin Andronique envoie l'un de ses généraux qui s'appelle Mouzalon avec son fils à lui, donc le fils de l'empereur qui s'appelait Michel, paléologue. Il va les envoyer tous les deux à la tête d'une armée de 2000 hommes. Et les Ottomans, eux, sont 5000. Et bien sûr, cette bataille se terminera par une victoire écrasante de Othman Ier. Alors la question qui se pose, pourquoi les Byzantins sont peu nombreux? Ils ne sont que 2000. Ils ont quand même on l'a vu dans la carte, ils ont un grand territoire. La raison est très simple. Parce que tout simplement parce qu'il n'y a plus d'armée byzantine. L'armée byzantine est en pleine décomposition. Il y a beaucoup de désertion dans les rangs de l'armée byzantine. Pourquoi? Parce que les soldats n'étaient jamais payés à temps. Alors, on ne les paye pas, ils ne vont pas se battre. C'est très simple. Regardez la différence. Othman, lui, ses soldats, lui, se battent pour une cause. Ils ont une foi. Ils se battent pour ça. Bien entendu, le sultan, lui, les comble de ses bienfaits, de ses grâces. Mais leur motif premier, c'est ça. Et donc, vous comprenez maintenant pourquoi les Byzantins n'ont pas pu remporter cette victoire et ont connu une défaite cuisante. Regardez ici sur la carte, Bithynia, c'est la province byzantine. Et c'est près du fleuve de Marmara. Donc c'est pas loin de celui-ci que entre Nicée et Nicomédie, vous l'avez ici, Nicéa, et Nicomédie, c'est entre ces deux villes-là, près de Bithynia, que s'est passée donc cette bataille. C'est une première victoire. Et c'est là que pour la première fois que le nom, écoutez bien ce que je vais dire,
que le nom de Uthman Ier arrive à Constantinople. Parce qu'avant, on entendait parler de Turcs qui s'emparaient de villes, de forteresses. Mais de là à battre une armée, de là à battre l'armée impériale, bon, un semblant d'armée en réalité, c'était une première, et son nom arrivera jusqu'au palais donc du souverain ou du roi donc byzantin. Entre 1308 et 1326 se prépare le siège de la ville de Bursa. La ville de Bursa, c'est une ville qui est bien protégée naturellement. Il y a une série de chaînes montagneuses qui l'entourent et qui la protègent efficacement, en plus des forteresses construites et des remparts construits par les Byzantins eux-mêmes. Mais pour prendre Bursa, Uthman a une autre stratégie. Il va d'abord contourner la ville, il va la priver de ses lignes d'approvisionnement. Il va l'isoler du côté de la mer. Et pour ça, il a besoin d'une île. Et cette île, c'est l'île d'Imrali. L'île d'Imrali. En 1308, celle-ci est prise. Alors, d'où vient le nom Imrali? Le nom Imrali vient de Émir Ali. Commandant Ali. Parce que celui qui l'a conquise s'appelait Ali. Et cette île existe aujourd'hui, donc sous ce nom-là. Et de 1316 à 1326 commencera le siège de Bursa. Entre 1308 et je ne l'ai pas indiqué, mais entre 1308 et 1316, il y a un travail de pacification de la zone qu'entreprend donc Uthman pour pouvoir s'assurer les arrières. Nous allons voir maintenant, Inch'Allah, la carte. Ça, c'est la carte de la Turquie contemporaine. En fait, j'espère que le curseur fonctionne ici. L'île, elle est ici. Je ne sais pas si vous voyez le curseur. Ouais. Elle est là. Ça, c'est l'île d'Imrali. Et... Tiens, il a disparu le curseur. Et Bursa est ici. Donc, il faut couper les lignes d'approvisionnement de la ville pour qu'elle ne reçoive pas de renfort de Constantinople, qui est ici Istanbul, et qu'elle ne reçoive pas non plus de provisions. Et en fait, la stratégie de Uthman, c'est de s'emparer de toutes les villes qui entourent Constantinople et même d'aller plus loin, de traverser donc la mer et surtout le détroit des Dardanelles qu'on va voir bientôt et d'arriver de l'autre côté. Comme ça, la ville de Constantinople est prise en tenaille des deux côtés. Maintenant, vous voyez que c'est quand même un génie, cet homme. Vous avez ici quelques images. J'aime bien illustrer avec des images. Ça, donc, les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez ici donc, la porte militaire de Bursa. Et d'ailleurs, je vous recommande de visiter Bursa. C'est une très belle ville. On passe maintenant au dernier point concernant les événements survenus lors de son règne. C'est la réfutation d'une accusation. Certaines sources occidentales prétendent que Uthman aurait liquidé son oncle Dondar. Parce que soi-disant Dondar, son oncle, cherchait à lui disputer le pouvoir et à s'imposer en cas de décès pour qu'il prenne sa relève. Le problème étant que les sources historiques, turques entre autres, sont très contradictoires et très confuses. Certaines nous disent que cet homme avait atteint l'âge de 100 ans au moment des faits. On voit mal Uthman Ier exécuter un vieillard de 100 ans. Et d'autres sources nous disent même qu'en réalité, lorsqu'on prétend qu'il serait venu dans la ville de Sogut pour préparer la relève du pouvoir et s'imposer, en fait on dit que durant cette date-là, lui il était déjà décédé. Donc on ne sait pas comment il a fait. À moins que son âme ait voyagé jusque-là, ça c'est une autre affaire. Transformation, les principales réalisations accomplies durant son sultanat. Transformation de son clan familial nomade en une principauté territoriale, dotée d'une autorité centrale et d'une administration locale. Ça, c'est très important. On voit ici que Uthman Ier, c'est pas seulement un chef de guerre, c'est aussi un homme d'État. Il va jeter les premières bases de son empire. Il va mettre sur pied une administration, comme on vient de le voir. Et aussi, plus que cela, il va veiller également à organiser les affaires de l'État. Mais bon, il n'aura pas beaucoup de temps
l'âge avancé dans lequel il se retrouve et le décès imminent l'empêcheront de développer donc son état. Ce sera son fils qui va poursuivre son œuvre, son fils Orhan, que nous allons voir, on va découvrir dans quelques instants, Inch'Allah. Le plus important de tout ça, c'est quoi? C'est que sa principauté va connaître une très grande évolution sur le plan géographique et sur le plan territorial. Sur le plan géographique, on passe d'un stade nomade à celui de sédentaire. Sur le plan politique aussi très important, et quelque part aussi géographique, on peut aussi le souligner, le territoire va s'agrandir. De 4800 km² que comptait la superficie du territoire au moment où il a accédé à la tête du clan familial en 1281, avant son décès, son territoire mesure 16 000 km². C'est immense. C'est immense. Du moins pour son époque, c'est immense. Et n'oublions pas une chose très importante dans son œuvre, c'est que Uthman va veiller à mettre en place une série de relations diplomatiques avec des nations voisines, avec même les principautés turques rivales. Il va tenter de les calmer et de veiller à ce qu'il puisse les neutraliser le temps de s'occuper des Byzantins. En fait, il jouait sur les deux cartes, sur les deux plans. D'un côté, il grignotait le territoire de l'Anatolie pour annexer les territoires appartenant aux autres principautés qui, quelque part, ne peuvent pas lui tenir tête. Et d'un autre côté, il gratte et grignote aussi le territoire byzantin. Il travaille sur deux fronts. Parmi ses réalisations, c'est qu'il laisse un testament politique, modèle de bonne gouvernance pour ses successeurs. Nous allons voir maintenant, Inch'Allah, de quoi est composé ce testament politique très important. Nous le découvrons dans les grandes lignes. Il dira à son fils: se consacrer pleinement à la cause de Dieu par le combat et la propagation de son message. Et n'oublions pas que la principauté ottomane est une principauté combattante. Donc c'est normal qu'il mette cela dans son testament. Et la propagation de son message, ça c'est clair. Honorer ceux qui obéissent au sultan et combler les soldats de ses grâces. Et ça, on le verra durant la période de gloire qui se poursuit jusqu'à l'époque de Sulayman le Magnifique. Durant toute cette période, les sultans seront bienveillants envers leurs conseils, leurs diwan, on va le découvrir dans quelques instants, mais aussi envers leurs soldats, envers leurs commandants. Ils vont bien les traiter. Et quand tu traites bien tes soldats, tes commandants, tu es sûr de gagner leur confiance et surtout de gagner leur obéissance. Faire des savants ses conseillers de premier choix et ne trancher aucune affaire sans les concerter. Et c'est pour cela que ceux qui occupaient le haut du pavé dans les conseils des sultans pendant plusieurs siècles, c'étaient les savants eux-mêmes. Et quand je dis savants, c'est pas seulement savants ulama dans le sens théologique, même savants dans d'autres disciplines. Parce que ces gens-là étaient aussi intéressés. Alors, veiller aux intérêts des musulmans et promouvoir la justice. Donc, je ne sais pas s'il apparaît là la fin du titre. Non, il n'apparaît pas. Donc, et promouvoir la justice. Ça aussi, c'était le souci premier. D'abord, les sujets de l'État musulman. À eux reviendra la préoccupation première du souverain. Parce que ce sont ces sujets. Et là, nous découvrons, Inch'Allah, donc, le sultan Orhan, qui est le deuxième sultan de l'Empire ottoman. Il régna de 1326 à 1360, dont de l'ère chrétienne. Découvrons rapidement, dans le peu de temps qui me reste, les grandes lignes de sa biographie. Donc, on l'a compris, Orhan, fils de Uthman, il est né à Sogout lui aussi en 1281. Il est né l'année même où son père succède à la tête du clan familial. Son mariage, il épousa à l'âge de 18 ans une princesse byzantine qui s'appelait Olophira, qui lui donnera d'ailleurs 2 enfants qui sont Mourad et Sulayman. À l'âge de 45 ans, il accède au trône. Mais avant cela,
de 36 ans jusqu'à 45 ans, il était le commandant d'une région. Donc il a pu s'exercer sur le plan politique et militaire. Il a de l'expérience. Donc on voit ici que les sultans n'ont jamais monopolisé le pouvoir. Ils veillaient à ce que leurs enfants puissent s'entraîner parce qu'ils vont leur succéder demain. Il faut qu'ils aient déjà les outils et le bagage nécessaire. Ces surnoms, les surnoms qu'a donc le sultan Orkhan, on l'appelle Seyfuddin, donc le sabre de la religion. On l'appelle aussi Shuja'uddin, le courageux donc de la religion, ou le courageux au nom de la religion. Khan, c'est un titre qui va les accompagner jusqu'au dernier. Et Es-Sultan. Le terme sultan, qui signifie sultan, était un titre qu'avait déjà son père, Othman Ier. Seulement avec Orkhan, ce titre va prendre de l'importance. Pourquoi ? Parce que durant son règne, les grandes puissances européennes, mais même musulmanes, vont lui reconnaître son autorité. C'est une reconnaissance diplomatique. On va y venir, Inch'Allah Ta'ala. Alors, les traits de sa personnalité, c'était un génie militaire. Il a appliqué à la lettre la recommandation de son père. Non seulement il a de l'expérience, mais en plus de cela, il se fait entourer des meilleurs commandants de l'armée ottomane, des savants, des notables, des gens qui ont concouru à bâtir l'État sous le règne de son père. Il va s'entourer de ces hommes-là et il va bien entendu prendre de leurs conseils. Avant de tracer, de mettre sur papier n'importe quelle stratégie, il va toujours les concerter. Et d'ailleurs, la concertation, c'est une chose qui nous manque aujourd'hui énormément. La concertation Ash-Shura, c'est un principe fondamental aujourd'hui qui nous fait beaucoup défaut. Chacun prétend tout connaître, tout savoir. C'est un homme de principe. Ça, c'est important à souligner. À une époque où les chefs, les chefs et dirigeants de sa période changeaient de camp comme s'ils changeaient de chemise. À l'époque où on trahissait plutôt ses engagements en fonction des intérêts, du vent des intérêts dans la direction dans laquelle il souffle, eh bien notre personnage, lui, était un homme de principe. Quand il a un engagement, il ne revient pas dessus. Et d'ailleurs, le plus grand exemple, c'est un exemple assez amusant. Durant son règne en 1347, l'empereur byzantin, donc Jean V, qui lui avait marié sa fille, donc il avait épousé plus tard sa fille qui s'appelle Théodora, l'empereur byzantin est confronté à un danger, c'est celui des Slaves et des Bulgares qui veulent s'emparer de Constantinople. Alors que fait Jean V? Il fait appel au sultan Orkhan et lui demande de lui dépêcher un corps expéditionnaire pour protéger la ville. Parce que maintenant, il y a un lien de famille entre eux. On verrait que le lien de famille ne marche pas toujours. Hein. Malgré que c'est son beau-père, ça ne les a pas empêchés d'être en conflit et de se guerroyer. Ceci dit, à ce moment-là, que fait Orkhan? Il envoie un corps expéditionnaire qui va entrer dans la ville de Constantinople, qui va mettre en échec les Slaves et les Bulgares, et ce corps expéditionnaire revient après à sa base. Il aurait pu prendre la ville. Qu'est-ce qui l'empêchait? Il aurait pu prendre la ville et c'est terminé, très facilement. Ce sont des gens qui ont un esprit chevaleresque. S'ils prennent la ville, c'est avec bravoure, avec leurs armes. Pas avec des pactes. Retenez ça, c'est important. Homme d'État. C'est un homme d'État parce qu'il va développer les structures de base jetées par son père. On verra ça plus tard, Inch'Allah Ta'ala. Il avait de l'intérêt pour l'architecture, la culture et les sciences. D'ailleurs, il est considéré comme celui qui a jeté les bases de ce qui sera connu plus tard comme étant la civilisation ottomane. Parce que les Ottomans, ce n'est pas seulement des guerriers. Les Ottomans, c'est aussi des hommes de lettres, des savants, des architectes. Et on verra plus tard, Inch'Allah Ta'ala, peut-être l'acte 3 ou l'acte 4, si vous êtes patient. On verra, Inch'Allah, les grandes œuvres architecturales développées par les Ottomans, par de grands architectes. Et ces œuvres sont toujours présentes aujourd'hui, non seulement en Turquie, mais aussi dans les pays des Balkans, et même au Maghreb d'ailleurs, également. Respect et tolérance,
les régions conquises ont droit à ses faveurs. Tolérance la plus totale. Respect. Il a toujours veillé à ce qu'on appelle la paix des braves. Lorsqu'il gagne une bataille, il n'humilie pas son adversaire, au contraire. Et attention, contrairement à ce que disent certains historiens européens, ils disent non, il faisait ça par calcul politique. Pas du tout. Ça, c'est exclure toute la dimension éthique et spirituelle qui habitait ces hommes. C'est l'exclure. Il n'y avait pas de calcul politique là-dedans. Il y avait tout simplement un souci d'être fidèle à des enseignements islamiques de base qu'il invitait, lui, en tant que chef des musulmans, de respecter ses adversaires. Et d'ailleurs, lors de la prise de la ville de Nicée, il laissera à la population le choix. Vous voulez rester dans la ville, vous pouvez, vous voulez partir, vous partez, où bon vous semble, en toute sécurité. En 1326, prise de Bursa sans combat. Je vous rappelle, son père, de 1316 à 1326, il installe un siège, il assiège la ville pendant près de 10 ans. Mais il ne va pas la prendre parce qu'il va décéder à l'âge de 67 ans. Ce sera son fils qui va récolter le fruit de son père. Et là, je rappelle une fois de plus qu'il est important pour nous, dans tous les projets que nous entreprenons, d'inscrire nos projets sur le long terme. Nous sommes souvent, malheureusement, confrontés à une situation où nous sommes à l'image de la communauté de la réaction, pas la communauté de l'action. Il faut construire sur le long terme. Aujourd'hui, tu es là, demain, tu n'es plus là. Passe le relais à quelqu'un d'autre. On en a un exemple ici. En 1326, Orkhan donc prend possession de la ville sans combat. Pourquoi ? Parce que la ville est épuisée. Après 10 ans de siège, ces Turcs ottomans qui ne veulent pas reculer, qui ne veulent pas partir, 10 ans qu'ils sont devant les portes donc, de la ville, le commandant n'a fait que céder donc, la ville sans combat, étant mieux d'un côté. Je vais vite citer ces points, après on va les développer, Inch'Allah Ta'ala, après la pause. Prise de Nicomédie, une ville très importante. Entre 1327 et 1334, constitution d'un front commun chrétien. En 1329, la bataille de Pélécanon. 1329-31, chute de Nicée, ville très importante pour les Byzantins. D'ailleurs, ils vont en pleurer de perdre cette ville. Et je vais m'arrêter normalement ici, Inch'Allah Ta'ala. Ah non, il y a encore quelques points ici, pardon. 1333, prise de plusieurs forteresses. Signature d'un traité de paix avec les Byzantins. Les Byzantins en avaient besoin. Parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Alors s'ils peuvent neutraliser les Ottomans pendant quelques temps, c'est bien. 1335, reconnaissance par le monde musulman européen du sultanat de Orkhan. C'est là que le titre de sultan prend toute sa considération, bien sûr, toute son importance. En 1340, Orkhan va faire une tentative. Il va faire une tentative de prendre Constantinople. Mais il va échouer. Il va échouer. Parce que la ville est bien gardée. En 1341, décès de l'empereur Andronique III. On va voir tous ces points-là. Je les cite maintenant, je les passe en revue avec vous rapidement. Décès de l'empereur Andronique III. Et intervention ottomane dans le conflit successoral. Les princes de la famille royale byzantine vont se disputer entre le pouvoir. Et c'est là que les Ottomans vont intervenir en jouant la carte. Ils vont jouer les uns contre les autres. Tantôt ils sont avec ceux-là, tantôt ils sont avec les autres. Tant que ça peut servir les intérêts de l'Empire ottoman, pourquoi pas. 1345, prise de l'émirat de Kérizis, un émirat turc qui était rival des Ottomans. 1347, prise d'une partie de Thrace, et ça c'est un très, très grand danger pour les Européens. 1354, prise de Gallipoli, on verra qu'est-ce que cela signifie. 1357, un moment douloureux qui se produit lors du règne du sultan Orkhan, c'est le décès du prince héritier Suleiman et arrêt momentané des conquêtes. Parce qu'on verra que le successeur de Orkhan, c'est son fils Mourad Ier. Normalement, ce n'était pas lui. Normalement, c'était Suleiman qui devait succéder. Mais Suleiman est décédé accidentellement. On va voir comment, Inch'Allah. Voilà, je m'arrête ici. Je mets ici prise de Bursa sans combat et début de l'Empire ottoman. Et je vous donne rendez-vous après la pause, Inch'Allah.
Voilà, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous reprenons, Inch'Allah, la suite de notre séminaire consacré à l'histoire de l'Empire ottoman. Et nous étions arrivés donc au sultan Orkhan. Le sultan Orkhan qui est le deuxième donc sultan de la dynastie ottomane, qui est le fils, c'est très clair, c'est le fils donc de Othman Ier. Et j'avais passé avec vous en revue les quelques événements qui se sont produits durant son règne. Et là, nous allons voir ensemble la prise de Bursa. Je l'ai dit là tout à l'heure, Bursa est une ville bien gardée. C'est une ville très stratégique pour les Byzantins, parce qu'elle se trouve à l'avant-garde donc de leur territoire, et surtout à l'avant-garde de Constantinople. Si Bursa tombe, et d'autres villes qui vont venir dans quelques instants, eh bien c'est le début de la fin. Eux, ils sont conscients de ça. Alors ici, le sultan Orkhan va s'emparer de la ville sans combat. Je l'ai dit avant la pause, parce que tout simplement, cela fait 10 ans que la ville est assiégée. Les habitants de celle-ci sont fatigués, épuisés de supporter ce siège, isolés de toutes parts, ne recevant de renfort de personne. Et c'est là qu'elle est prise par le sultan Orkhan, qui en fait sa nouvelle capitale. Qui se rappelle de la capitale, la première, comment s'appelait-elle? Qui a une bonne mémoire et qui se rappelle de la première capitale? Je vous donne un indice. Elle se trouvait au nord-ouest de la Turquie. Non, l'Anatolie, c'est la région, c'est la province. Mais la ville, non. Non, Istanbul, elle n'est pas encore prise. Comment ça s'appelle? Non, Bursa, on est là. Oui, voilà. Quelqu'un a dit chez les sœurs Sogoud, eh bien c'est Sogoud. C'est la première ville, la première capitale de l'Empire ottoman. Et avec la prise de Bursa, elle sera transformée en nouvelle capitale donc, de l'Empire. Elle sera la capitale de l'Empire byzantin pendant 40 ans. De 1326 à 1366. Pourquoi pendant 40 ans? Que va-t-il se passer? Lors du règne de Mourad Ier, il va déplacer la capitale et va la placer dans les Balkans. Enfin, ce qui était à l'époque les Balkans. Il va la placer dans la ville d'Andrinople, qui aujourd'hui s'appelle Edirne, en Turquie. Et on verra, quand on arrivera à Mourad Ier, on verra quelles sont les raisons qui ont motivé Mourad Ier de déplacer la capitale vers donc cette ville-là. Sinon, pour l'instant, la nouvelle capitale, c'est celle-ci. Et certains disent qu'avec la prise de Bursa, démarre réellement l'Empire ottoman en tant qu'empire voisin donc des Byzantins. Prise de Nicomédie, qui est la dernière forteresse byzantine en Anatolie. Voilà, vous voyez ici, je vais un peu jouer avec le curseur. Vous voyez Izmit? Eh bien, Izmit s'appelait à l'époque byzantine Nicomédie, Nicomédia, en latin. Vous voyez, regardez où est... Voilà. Regardez où est Izmit, regardez où est Istanbul. Donc vous comprenez qu'on essaie d'isoler la ville de tous les côtés. Bursa a été prise. Izmit est une autre ville qu'on va parler bientôt, Inch'Allah. Après quoi, les sultans ottomans passeront de l'autre côté. Du côté de la Bulgarie, la Grèce, le détroit des Dardanelles, etc. De 1327 à 1334, les puissances chrétiennes sont conscientes qu'un grand danger menace donc l'Empire byzantin. C'est quoi ce grand danger? C'est la ville de Nicée. Ils sentent que la prochaine ville qui va tomber, c'est Nicée. Et Nicée, aux yeux des chrétiens européens, elle occupe une place très importante.
Et vous allez savoir pourquoi dans quelques instants, Inch'Allah. Et se constitue durant cette période un front commun qui sera composé des Byzantins eux-mêmes, des Vénitiens, les Vénitiens de Venise, en Italie, donc des Hospitaliers de Chypre et de Rhodes. Qui sont les Hospitaliers? Les Hospitaliers, c'est un ordre donc chrétien, c'est une organisation qui à la base était une organisation qui s'est installée en Palestine. Après, lorsque la Palestine était récupérée par les musulmans, ils se déplaceront en Chypre, à Rhodes. Rhodes, c'est une île. Et qui se retrouveront aussi en Anatolie. Les Hospitaliers, donc, c'était une organisation religieuse de bienfaisance qui se chargeait au début de soigner les blessés et les malades. Et avec le temps, cette organisation va se transformer en organisation militaire à l'image des Templiers. Très connus, les Templiers. C'est à leur image qu'ils vont se transformer donc en unité militaire, en même principauté, surtout présent donc à Chypre et à Rhodes. Les Hospitaliers vont également participer, les Francs de Chypre aussi, qui également vont tendre la main à cette alliance. Cette alliance est demandée par le pape Jean XXII. Jean XXII, c'est le 196e pape de l'Église donc, catholique. C'est le 196e. Et Jean XXII est originaire d'Avignon. Il est français. Il va demander à ce que ce front soit constitué pour faire face aux Ottomans et pour parer au danger de voir la ville tomber, la ville de Nice tomber entre leurs mains. Malheureusement pour eux, et heureusement pour les Ottomans, ce projet se soldera par un échec. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de dissensions entre les Latins et les Byzantins. Autrement dit, entre les catholiques et les orthodoxes. Parce qu'il y avait une méfiance totale entre les deux. Les orthodoxes n'avaient aucune confiance en les catholiques. Les Byzantins, orthodoxes bien entendu, ne prêtaient aucune confiance en les Latins. Et bien sûr, Rome, vous voyez, avec beaucoup de mépris et de dédain, donc l'église orthodoxe, à cause du schisme, la rupture qu'il y a entre les deux églises. Une chose que Rome, que le Vatican à l'époque avait très mal digérée. Donc ce projet tombera à l'eau, donc ils n'arriveront pas à faire face aux Ottomans. D'ailleurs, cette ligue s'appelait, enfin ce front commun s'appelait la Ligue anti-turque. Vous avez ici une image du pape Jean XXII. La bataille de Pélécanon. Bien sûr, cette bataille, elle a bien entendu une raison. Elle fait suite à l'accession au trône byzantin d'Andronique III. Celui-ci va tenter de s'imposer, va tenter de remettre de l'ordre en stabilisant les frontières. Il va essayer. Mais cette tentative sera un véritable échec parce qu'il va rencontrer les Ottomans non loin donc de la mer de Marmara, donc une localité qui s'appelle Pélécanon. Et les Ottomans sont au nombre de 8000, et lui, Andronique, a 2000 hommes seulement. De nouveau des mercenaires, parce que les soldats ne restent pas dans ses rangs. Ils prennent tous la fuite, parce qu'ils ne sont pas payés. Et le moral aussi est très bas. Alors ici, victoire des troupes ottomanes, une fois de plus. Les Ottomans donc remportent cette bataille. D'ailleurs ici, je vais avec le curseur jouer. Donc vous voyez ici, c'est près de Nicomédie. Nicomédie est ici. Aïe. Donc Nicomédie est ici. Et en fait, c'est par ici que ça s'est passé. Près de la côte. C'est là que s'est déroulée donc la bataille. Ce qui suggère que notre empereur a dû franchir, donc à devenir par mer, pour arriver jusque-là. C'est là qu'il s'est donc qui s'est retrouvé nez à nez avec les Ottomans. Chute de Nicée. Ça, c'est, permettez-moi cette expression, c'est la plus grande gifle qu'aient reçue les Byzantins. La plus grande. Tout ce qui était cité auparavant est grave. Mais ça, c'est encore plus grave. Vous savez pourquoi? Vous allez comprendre maintenant. Nicée, ville religieuse sacrée pour les Byzantins. C'est une ville religieuse sacrée. Vous savez, pour la simple raison que il y a dans cette ville
une église qui s'appelle l'église Sainte-Sophie. Et cette église Sainte-Sophie a été construite à l'image et sur le modèle de l'église Sainte-Sophie à Constantinople. Et c'est dans l'église Sainte-Sophie de Nicée, qui deviendra plus tard Iznik, les Turcs l'appelleront Iznik plus tard, de Nicée, c'est là que s'est tenu le concile de Nicée en 325 de l'ère chrétienne, sous l'égide de l'empereur byzantin, donc Constantin, et que fut décidée la doctrine officielle de l'Église, qui comporte entre autres la Trinité. Donc c'est une ville importante, religieuse et sacrée pour eux. Le fait qu'elle tombe entre leurs mains, c'est un peu la Mecque des Byzantins, si vous voulez. Le fait qu'elle tombe entre les mains des musulmans, c'est très délicat. Et avec la chute de la ville, c'est la fin de l'autorité byzantine en Asie mineure. Donc vous voyez qu'ils sont petit à petit dépossédés de leur territoire. Alors ici, Orkhan, ça c'est typique des tensions de l'époque. Orkhan, pour marquer le coup, pour démontrer que maintenant cette ville sacrée à vos yeux n'est plus chrétienne, elle est musulmane, il va transformer l'église en mosquée. L'église Sainte-Sophie sera transformée en mosquée pour marquer l'empreinte de l'islam sur cette ville. Tout comme Mohammed el-Fatih, lorsqu'il va conquérir Constantinople, il fera la même chose. Il va transformer l'église Sainte-Sophie en mosquée. Mosquée Hagia Sophia. Vous avez ici un rempart de la ville de Nicée. En fait, il y a une proposition faite après concertation avec les frères responsables des jeunes. Cet acte 2, Inch'Allah, ça va vous amuser, je l'espère. Cet acte 2 sera fait en 2 parties. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir. Donc une première partie c'est aujourd'hui, la deuxième partie, vous serez tenu au courant parce qu'on doit voir avec les responsables de la mosquée Al-Khalil si au début du mois d'octobre, ils peuvent nous céder donc la salle ici. Et d'ailleurs nous avons... il n'est plus là. Je visais Mahdi. J'allais dire que nous avons leur ambassadeur. Vous avez voici ici une vue de l'église Sainte-Sophie devenue mosquée. Une autre façade de la mosquée Sainte-Sophie, donc à Iznik, Nicée. En 1333, Orkhan continue de prendre donc plusieurs forteresses, le but étant d'isoler de plus en plus donc Constantinople. Et vous avez la signature de la même année d'un traité de paix avec les Byzantins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les Byzantins ici, Andronique III veut quelque part neutraliser les Ottomans grâce à un pacte avec eux. Et il veut se tourner directement vers un autre front, un autre danger. Cet autre danger, c'est les agressions donc répétées des Latins et surtout des Serbes, donc venant des Balkans, qui eux veulent absolument reprendre Constantinople. Alors pour faire face à ce danger, sachant la pression ottomane qui pèse sur ses frontières, il va proposer à Orkhan de signer un pacte, une trêve donc, entre les deux États. Ce que Orkhan va accepter, ça l'arrange aussi, ça permet lui aussi de mettre de l'ordre à l'intérieur de son côté. Et c'est ainsi que cet empereur byzantin, Andronique III, pourra se charger de repousser les attaques incessantes des Slaves venant des Balkans, ou surtout des Latins venant des Balkans. Vous avez ici une image d'une forteresse byzantine. 1335, reconnaissance par le monde musulman européen du sultanat de Orkhan. On l'a dit au début de la présentation de Orkhan. À partir du moment où Orkhan a pris Nicée et que le monde musulman a ses yeux fixés sur les Ottomans et sur leur avancée, les musulmans, le monde musulman sait très bien que Nicée est très importante. Ils savent très bien que Nicée c'est une ville sacrée aux yeux des chrétiens. Alors le fait qu'il ait pris Nicée, autant les puissances européennes, autant le monde musulman, parmi lesquels les Mamelouks qui régnaient quand même sur un territoire important, tous vont reconnaître le sultanat pour la première fois. Ils vont reconnaître le sultanat de Orkhan. Et c'est une reconnaissance diplomatique très importante pour lui. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, il va envoyer de nombreuses ambassades. Orkhan, il va envoyer de nombreuses ambassades auprès des différentes contrées musulmanes pour, bien entendu,
leur faire part de ces victoires qu'il a pu obtenir. Orkhan veut tenter sa chance. Vous connaissez l'expression qui ne tente rien à rien. Il va tenter sa chance pour s'emparer de Constantinople. Mais les Ottomans ont une faiblesse qui sera pendant un certain temps un handicap. Ils ont très peu d'expérience en matière de bataille navale. Ils ont une toute petite flotte. Eux, leur bataille, elle se passe sur terre. Ils sont beaucoup plus compétents, beaucoup plus forts dans les batailles terrestres, mais sur le plan naval, ils sont encore très faibles. Et voici que Orkhan part avec une flotte composée de 36 bateaux, dans une tentative, il faut le dire, inespérée. Mais il y a de l'audace ici. Dans une tentative inespérée de s'emparer de Constantinople. Il sait que c'est difficile. Il dit, je tente ma chance, on ne sait jamais. Et cette tentative était un véritable échec pour deux raisons. La solidité des défenses byzantines. Ils protègent très bien leur ville. Les murailles sont solides. Et deuxièmement, l'inexpérience de la flotte ottomane naissante qui va, bien entendu, se briser devant la résistance byzantine. Ici, vous avez une image de l'une des murailles de Constantinople. Vous voyez, il y a beaucoup de points de contrôle. C'était une ville très bien gardée. Mais bon, à l'époque de Mohammed Fatih, qu'on verra, Inch'Allah, lors de l'acte 3, les choses changeront. Parce que là, l'Empire byzantin, il est vraiment agonisant. Mais il a gardé certaines vitalités. Attention. Ce qui n'empêchera pas, d'ailleurs, Mohammed Fatih d'user de certains stratagèmes très intelligents que l'on verra plus tard. Inch'Allah. En 1341, décès de l'empereur Andronique III et intervention ottomane dans le conflit successoral. Alors ici, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure, il y a deux personnes qui se disputent le trône. Il y a Jean V et il y a son beau-père, Jean VI. C'est très simple. Jean V et Jean VI. Vous ne pouvez pas les oublier. Donc Jean V, c'est le fils d'Andronique. Et Jean VI, c'est le beau-père de Jean V. Ça vous suivez là? Andronique III, c'est le défunt. Jean V, c'est son fils. Et Jean VI, c'est le beau-père de Jean V. Et bien ces deux-là vont se disputer le pouvoir. Pendant des années. Et Orkhan va en profiter. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ces deux princes-là, ils vont se disputer le pouvoir, mais ils vont également se rappeler qu'il y a entre les Ottomans et les Byzantins un traité. C'est un traité de vassalité qui fait des Ottomans les suzerains des Byzantins. Autrement dit, qui fait des Byzantins les vassaux des Ottomans. Et ceci est très important. Pourquoi? Parce que non seulement les Byzantins payent un tribut annuel en échange de ce pacte, mais en plus de cela, ils vont faire appel à leurs alliés. Mais qui va faire appel à l'allié ici? Jean V ou bien Jean VI? Eh bien, tous les deux vont essayer. Chacun de son côté. Et chacun fait des propositions alléchantes. Je te donne des forteresses, je te donne des terres. Aide-moi à prendre le pouvoir. Et bien sûr, Orkhan, tout ce qu'on lui dit n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Il va tantôt aider l'un et tantôt aider l'autre. Et à chaque fois, il gagne. Il gagne sur les deux plans. On voit qu'il est très intelligent. Et c'est ça la politique. C'est ça la politique. C'est jouer surtout avec toutes les cartes qu'on a donc entre nos mains. Et grâce à ça, il va pouvoir conforter la présence ottomane sur les frontières de l'Empire byzantin. Mais dans tout cela, le plus important dans ce conflit, dans cette intervention ottomane, c'est que quel que soit le souverain qui accède au trône byzantin, aucun d'entre eux ne remettra en question les acquis ottomans sur les frontières de l'Empire byzantin. Aucun. Ils vont tous reconnaître l'autorité et la suprématie ottomane donc dans la zone. Ça, c'est très important, ça. On continue, Inch'Allah Ta'ala,
Après qu'on ait parlé de... Voilà, ici vous avez une image de Andronique III, empereur byzantin. Prise de l'émirat de Carésie. L'émirat de Carésie, c'est une principauté turque présente en Anatolie. Et il faut savoir qu'on va voir bientôt une carte. Dans l'Anatolie, il y avait plusieurs principautés turques. Mais la plus forte d'entre elles, c'était deux. C'était les Ottomans et les Karamans. Les Karamans qui avaient comme capitale Konya. Konya qui est une ville très importante en Turquie aujourd'hui. Une ville pratiquement religieuse, si Metin me le permet. Alors ici, il est décidé de prendre l'émirat de Carésie parce que les Ottomans sont soucieux d'une chose. Ils veulent assurer leurs arrières. Combattre un ennemi devant, mais avoir des principautés qui les frappent dans le dos, c'est pas possible. Alors ils veulent unifier toute l'Anatolie. Ce ne sera pas possible avec ces sultans-là, mais ce sera possible avec Bayazid. Bayazid qui viendra après Mourad. Mourad étant le suivant, Inch'Allah. Alors c'est très amusant comment Orkhan va intervenir pour s'emparer de l'émirat de Carésie. Eh bien, c'est un conflit qui lui est donné sur un plateau d'or. Deux frères se disputent le trône de la principauté. Et c'est là que les Ottomans interviennent et s'en emparent tout simplement et mettent fin au conflit donc, entre les deux. Et grâce à ça, nous avons une suprématie ottomane sur le détroit des Dardanelles. Parce que l'emplacement de l'émirat ou de la principauté des Carésies, elle se situe près justement du détroit des Dardanelles, non loin de celui-ci. Voici la carte. Ici, vous avez pas mal de principautés. Alors, je vais de nouveau user du curseur pour que vous compreniez. Voilà les Ottomans. Ils sont là. Ça, c'est leur territoire. Vous voyez ? Les Carésies sont là. Eh bien, c'est ce territoire-là que Orkhan va s'emparer. Il va l'annexer. C'est énorme. Et en plus, c'est stratégique parce que le détroit des Dardanelles, il est juste là. Il est stratégique aussi. Et vous avez d'autres principautés. Vous avez les Aïnides, les Hamidites, les Germianides. Et vous avez ici, on les appelle les Karamans. C'est ce nom que j'ai retenu. Sinon, on les appelle aussi les Karamanides. Voyons plus loin. Vous avez une vue ici du détroit des Dardanelles. C'est ici. Ça, c'est le détroit des Dardanelles. Et là, il y a une ville que les Ottomans vont s'emparer et qui est une ville très stratégique. En 1347, Orkhan s'empare d'une partie de Thrace. Thrace est une région de la péninsule balkanique partagée entre trois pays aujourd'hui. Entre la Turquie, entre la Bulgarie, ainsi que la Grèce. Et la prise de Thrace est un prélude à la prise de Gallipoli. Vous allez comprendre très rapidement. Voilà, ça c'est Thrace. Zone stratégique. Où est le curseur ? Il est là. Vous voyez ici ? Eh bien, Thrace ici, ça c'est la zone appartenant à la Turquie. C'est ce qu'on appelle donc la zone sud de Thrace. Ici, à l'ouest, vous avez celle qui appartient à la Grèce. Et puis au nord, aussi à l'ouest quelque part, il y a celle appartenant à la Bulgarie. Pour les Ottomans, il était très important de s'emparer de Thrace. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent Constantinople par au-dessus. Et je vous rappelle que leur but, c'est de la prendre en étau. Et la prise de Thrace, c'est un prélude, comme on l'a dit, à la prise de Gallipoli. C'est ce qu'on va voir maintenant. Prise de Gallipoli en 1354. Alors la ville de Gallipoli, c'est une ville d'une importance, d'une très grande importance économique et stratégique. Bon, économique, vous l'avez compris, elle est au bord de la mer. Stratégique, parce que c'est là qu'est stationnée une bonne partie de la marine byzantine, dont les Ottomans vont s'emparer. Et la plupart des matelots qui dirigent donc la marine byzantine sont des Grecs. Parce que les Grecs ont une très grande expérience en termes donc, de navigation civile
et militaire également. Ici une petite carte pour vous montrer un peu Gallipoli. Gallipoli est ici, regardez, elle est là. Elle est juste là. Vous voyez? Détroit Dardanelles est là. Vous voyez ce qu'ils ont déjà fait? Ils ont pris Nicomédie, ils ont pris Nicée, ils ont pris Thrace, ils ont pris ici maintenant, ils ont saisi Gallipoli. Et ils vont faire de Gallipoli la première base navale ottomane, mais qui sera gérée par des Grecs, chrétiens, bien entendu. Parce qu'il n'y a pas encore de matelots musulmans. Pas encore. Et les Ottomans n'ont pas encore d'expérience. Voilà, ça c'est une vue d'un rempart de la ville. Et bien sûr, ne confondez pas Gallipoli avec une autre ville qui, elle, est italienne et qui s'appelle aussi Gallipoli. Il ne faut pas confondre entre les deux. En 1357, décès du prince héritier Suleiman et arrêt momentané des conquêtes. On l'a dit là tout à l'heure, Orkhan avait deux fils, Morad et Suleiman. Suleiman, c'est le fils le plus compétent, le plus brillant. Et toutes les expéditions que confie Orkhan, que doit confier Orkhan, il les confie directement à qui? À Suleiman. Parce qu'il est très compétent. Et Suleiman, eh bien, il tombera accidentellement de son cheval et mourra. Donc de ce choc, de cet accident. Et avec sa mort s'arrêtent momentanément les conquêtes. Parce que Mourad, qui va succéder, attention, Mourad aussi a des compétences, mais il n'est pas comme son frère. Son frère est beaucoup plus brillant. Et son père va être profondément chagriné de la perte de son fils Suleiman, qui était censé lui succéder. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, le sultan Orkhan décédera à son tour. Je retourne en arrière. Alors maintenant, nous allons voir les principales réalisations accomplies sous le sultanat de Orkhan. L'apparition d'une monnaie officielle, ce qui n'existait pas avant. Fondation du diwan et du système judiciaire. Son père avait mis en place une structure très primitive qui date en fait de l'époque tribale. Orkhan, lui, va développer, c'est un homme d'État. Il va développer, il va créer un conseil, comme un conseil des ministres, qu'on appelle diwan. Et c'est de là que vient dans le terme divan. C'est de là que ça vient, en français divan. Ça vient de diwan. Et aussi, il mettra sur pied un système judiciaire. Et le premier juge sera donc à Bursa. Et c'est un homme qui s'appelle Jandarli Qura Khalil. C'est des noms compliqués. Donc Jandarli Qura Khalil, c'est le premier juge. Donc, alaykoum salam, c'est le premier juge ottoman qui exercera ses fonctions. Il va constituer une armée régulière, ce qui n'existait pas à l'époque. À l'époque, il y avait des bénévoles. On faisait appel à eux, on leur donnait quelques privilèges et c'était bon. Orkhan sera le premier dans toute la région, et même par rapport à l'Europe, sera le premier à mettre sur pied une armée régulière. Et cette armée régulière, elle a droit, les chefs militaires ont droit à ce qu'on appelle des fiefs. Ce sont des parcelles de territoire qu'on leur donne, qu'ils peuvent cultiver, qu'ils peuvent utiliser comme bon leur semble. Et les Turcs appellent ça le timar. Je ne sais pas si ce mot-là aujourd'hui c'est sur le même nom, timar. On appelle ça timar. Et c'est un système que les Ottomans ont trouvé pour rendre l'armée régulière, les commandants, moins dépendants de l'État sur le plan financier. Autrement dit, donner à l'armée une certaine autonomie financière. Quelque part, l'armée apprend à s'autogérer. Fondation des janissaires. Les janissaires, on va en parler maintenant. Les janissaires, c'est la première armée du monde à l'époque. Je peux oser cette comparaison, quelque peu osée. Quand on parle des janissaires à l'époque, c'est comme si on parlait des Marines aujourd'hui américains. Aux États-Unis, il y a plein de jeunes qui veulent adhérer, qui veulent s'enrôler et faire partie des Marines de par le prestige et aussi le cinéma hollywoodien qui a joué aussi son rôle dans l'histoire. Eh bien, les janissaires, c'était un peu les Marines de l'époque. C'était la force de frappe
la troupe d'élite liée directement au sultan. Donc vous avez une armée régulière et à côté les janissaires. Et c'était une armée hautement entraînée, très très entraînée et bien équipée. On verra ça dans quelques instants, Inch'Allah. Et cette armée, pendant 4 siècles, elle va faire trembler toute l'Europe. 4 siècles. C'est énorme. Parmi les œuvres de Orkhan, fondation d'un institut d'études supérieures à Nicée, duquel sortiront les futurs sultans, du moins la plupart d'entre eux. Et dans cet institut, on y enseigne les sciences religieuses, les sciences profanes, la philosophie, la géographie, l'histoire, etc. Et cet institut, son premier recteur sera un savant qui étudie en Égypte, qui s'appelait Daoud al-Qaysari. Orkhan va le désigner comme premier recteur de cette université. Restauration des murs de la ville de Nicée et développement de celle-ci. Bon, à cause de la bataille qui s'est produite, de nombreuses parties du mur se sont effondrées. Il va veiller à la reconstruire et il va redonner à la ville sa splendeur, dans le sens où cette ville va s'épanouir et va devenir une ville économique, artisanale très importante. Elle va se faire connaître par le commerce et la confection de la soie. Développement de l'architecture et construction d'édifices prestigieux, ça on l'a dit là tout à l'heure, c'est un passionné de tout cela. Ici vous avez première présence islamique en Europe du côté des Balkans. Je pense que vous ne voyez pas la fin. Du côté des Balkans, et bien entendu la présence musulmane dans les Balkans, ou plutôt ottomane, durera 500 ans. Pendant 500 ans, les Ottomans seront présents dans les Balkans. Et on verra comment ils vont réussir à s'y établir. Vous avez ici une vue du Diwan impérial. Bon, celui-ci, ce n'est pas celui de Bursa, ça c'est celui de Topkapi, à Istanbul. Vous avez ici une vue d'une cour de justice ottomane. Vous avez ici une personne qui est devant le juge et les conseillers du juge qui sont là pour relire les livres de droit et voir quelle sentence doit être prévue à son égard. Vous avez une école ici, façade d'une école ottomane qui date probablement de cette époque. Fondation des janissaires. Origine de l'appellation. D'où vient l'appellation janissaire? Janissaire vient du nom turc Yanisheri. Yanisheri qui veut dire nouvelle troupe. C'est ça l'origine du nom. En français, donc c'était francisé janissaire. Et en arabe, on appelle ça, le nom arabe, bon, il est un peu, je ne vais pas dire plus loin, mais quelque peu légèrement décalé du nom français. En arabe, on appelle ça al-inkishariya. Vous allez me dire, je préfère janissaire. Je le sais. Donc, al-inkishariya, ça c'est le nom arabe donné au janissaire. Sinon, le janissaire, je vous rappelle, vient de Yanisheri. Cette troupe d'élite du sultan, on l'a dit là tout à l'heure, haute formation et entraînement rigoureux. L'armée, elle se délocalise souvent. Parce que les soldats reviennent dans leur territoire, les commandants dans leur fief, pas celle-ci. Les janissaires doivent rester près du sultan. Ils doivent être au garde à vous, mobilisés 24 heures sur 24, pour être prêts à tendre l'oreille à l'ordre que leur donnerait le sultan. Ils sont pleinement soumis à l'autorité du sultan. Et ils avaient un slogan: Ghaziyan ou Shahidan. Combattant guerrier ou martyr. C'était leur slogan. Cette armée est essentiellement composée de nouveaux convertis et de chrétiens aussi. Alors pour les chrétiens, à la base, le règlement ottoman interdit aux chrétiens de s'enrôler dans l'armée musulmane. C'était interdit. Mais je vous l'ai dit, les janissaires, c'est à l'image donc des Marines. Donc c'était une armée prestigieuse, de grande réputation. Et le plus grand rêve de beaucoup de musulmans, et même de chrétiens dans les pays des Balkans, leur plus grand rêve, c'est d'intégrer cette armée. Pourquoi? Parce qu'en intégrant cette armée, ils ont droit à beaucoup de privilèges. C'est une carrière assurée d'office. Parce que l'État prend en charge la famille, prend en charge les proches, et cette personne-là qui s'engage dans les janissaires a droit à
à une série de promotions durant sa carrière. Sans parler des pensions. On parle des pensions de nos jours. Même les pensions étaient prévues. La retraite est prévue, une retraite en or pour les grands services rendus. Et donc il y aura un règlement qui va alléger la condition d'admission ou d'enrôlement dans l'armée, dans le sens où de nombreux habitants chrétiens de Bosnie, d'Albanie vont demander aux autorités ottomanes de pouvoir envoyer leurs enfants, intégrer les janissaires. La question sera étudiée dans le Diwan et l'accord sera accordé en fixant l'âge qui est entre 14 et 18 ans pour pouvoir intégrer cette armée. Et en fait, ils sont pris en charge, ils sont éduqués, formés. Ils sont d'abord éduqués dans des familles musulmanes. On leur apprend les traditions, habitudes turques musulmanes, on leur apprend la langue, on leur apprend les us et mœurs. Et après ça, on les entraîne à un entraînement très difficile, très dur. Et très sélectif d'ailleurs. Nous allons voir maintenant, Inch'Allah, la structure de base des janissaires, comment ça se présentait. Dans quelques instants, je pense. Rôle et mission des janissaires. Les janissaires étaient souvent à l'avant-garde de l'armée. C'est le cœur de l'armée du sultan. Ils étaient juste devant le sultan. Deuxièmement, ils avaient d'autres missions. Ils se chargeaient aussi de surveiller les forteresses, d'apporter un appui aux forces navales, la sécurité à l'intérieur des villes. Et même, ils ont aussi joué le rôle de garde personnel des sultans, surtout à l'époque de Mohammed Fatih, qui va faire d'eux, entre autres, sa garde personnelle, impériale. Apogée et décadence de cette institution militaire, autant les janissaires ont fait trembler pendant 4 siècles. Pendant 4 siècles, ils ont fait trembler l'Europe, autant cette institution connaîtra à son tour sa décadence, dans le sens où elle sera minée à son tour par la corruption, par l'injustice. Elle va se mêler des affaires de l'État, elle va instituer des souverains, destituer d'autres, elle va participer même à des assassinats, disons-le très clairement, de dirigeants, parce que celui-ci ne leur plaît pas, alors on va s'en débarrasser. Ça, c'est la corruption. D'ailleurs, il y a un très beau roman, écrit par un Anglais, qui s'appelle Jason Godwin. Le roman a été traduit en français. Il s'appelle Le complot des janissaires. Il est intéressant, ce roman. Le complot des janissaires. Dans ce roman, notre personnage, enfin notre romancier, notre auteur ici anglais, nous fait un état des lieux et nous décrit un peu dans quelle manigance les janissaires se sont retrouvés lors de leur période de décadence. Je vous recommande ce roman, même s'il faut garder quelques réserves quant à quelques analyses ou thèses avancées par l'auteur qui ne sont pas à retenir. Bon, c'est un auteur européen, donc il a certains a priori, chose tout à fait normale. Donc on l'a dit ici, la période de décadence de l'Empire ottoman, des janissaires est très claire. Et bien sûr, la durée de vie des janissaires, c'est 464 ans. Pendant 464 ans, ils vont exister, donc les janissaires, et il faudra attendre le sultan Mahmoud II en 1826. Il va liquider les janissaires. Il va liquider, détruire les janissaires, il va s'en débarrasser. Pourquoi ? Parce que les janissaires représentaient une épine dans ses pieds. Parce que les janissaires étaient allergiques à toute forme de réforme. Lui, Mahmoud II, on verra ça normalement dans l'acte 4, Mahmoud II va introduire les réformes à l'européenne. Parce que l'Empire ottoman est malade et souffrant, à son tour il est vieillissant, il va introduire des réformes à l'européenne, mais des réformes qui n'ont pas été sélectives. Il va tout prendre de l'Europe, le bon et le mauvais. Et les janissaires refusaient les réformes, toutes, bonnes et mauvaises, ils les refusaient. Alors il a dû s'en débarrasser pour pouvoir entamer réellement donc ces réformes. Et ça, je vous donne rendez-vous pour l'acte 4, Inch'Allah, si vous êtes patient. Inch'Allah ta'ala. Accusation portée à l'encontre des janissaires et réfutation de celles-ci. Dans les livres d'histoire occidentaux, on trouve de nombreuses accusations portées contre les janissaires. C'est normal. C'est normal. Parce que les janissaires, c'était la seule force de frappe puissante
des sultans. C'est la seule qui a menacé, qui a fait trembler l'Europe pendant des siècles. La simple évocation du nom des janissaires donnait des frissons aux rois chrétiens. Parce qu'ils avaient un très haut niveau de formation, une très grande discipline. Et il n'est pas étonnant de voir circuler après dans les livres d'histoire occidentaux de nombreuses accusations portées contre les janissaires, comme par exemple le fait que les janissaires ont été formés à partir d'enfants chrétiens enrôlés de force dans les rangs de cette armée et qui auraient été donc pris, arrachés à leur famille dans les pays conquis, surtout dans les Balkans, et qui auraient été endoctrinés et convertis à l'islam. Ça, de nombreux auteurs occidentaux jusqu'à aujourd'hui répètent encore cette bêtise. Et parmi ceux qui ont concouru à diffuser à grande échelle cette accusation, 2 personnes particulièrement, il y a l'orientaliste allemand Karl Brockelmann et aussi l'historien américain donc Edward Gibbon. Tous les deux, dans leurs ouvrages d'histoire, ont concouru, lorsqu'ils ont traité de l'histoire de la Turquie et de l'Empire ottoman, ont concouru à faire circuler cette accusation qui n'est pas du tout fondée. Et on va voir maintenant pourquoi. Pourquoi elle n'est pas fondée? Tout simplement parce que il est vrai que les janissaires, dans leur période de décadence, ont commis beaucoup de bavures. Ils se sont associés à beaucoup de tyrannies, ça c'est vrai. Parce qu'il faut avoir un regard critique sur l'histoire, ça c'est certain. Mais ceci ne nous empêche pas de dire qu'autant les janissaires, se retrouvant dans une situation où ils sont en manque d'hommes, ils allaient enrôler de force, pas des enfants, des hommes dans les Balkans pour les intégrer de force dans l'armée. Ça le faisait dans la période de décadence, ça c'est clair. Mais de là à arracher des enfants, ça c'est complètement faux. C'est tout à fait faux. Il y avait une organisation de recrutement qui s'appelait le Devshirme. Le Devshirme, c'était une organisation de recrutement qui se chargeait de recruter tous ceux qui feront partie des janissaires. Et bien entendu, ils ne recrutaient que des convertis à l'islam, ou plus tard des chrétiens qui vont vouloir adhérer, malgré l'interdiction première qui sera très vite levée, qui vont adhérer donc à cette armée-là. Et parmi ces nouveaux musulmans, ce sont pour la plupart des anciens prisonniers. Des anciens prisonniers à qui on leur a permis de se racheter. Vous voulez être libre? Il n'y a pas de problème. Intégrez les janissaires. On vous offre logement, on vous offre une solde, on vous offre tout ce que vous voulez, mais faites partie des janissaires. Et on les envoie dans les familles, comme je l'ai dit là tout à l'heure, dans les familles musulmanes, afin qu'ils puissent recevoir une formation, sans parler de la formation militaire qui accompagne donc cela. Alors nous disons à ces gens-là, oui, il y a eu des dérives, il y a eu des abus, mais de là à dire qu'ils arrachaient les enfants chrétiens, parce que ça c'était l'accusation très en vogue à l'époque, c'est une manière même pour les puissances européennes de justifier leur guerre continue contre les Ottomans. Tout comme on a fait ça avec les musulmans aussi arabes, qu'on appelle les Sarrasins, en les accusant de piller les églises, de tuer les moines, etc. Alors qu'on sait très bien que leur éthique était beaucoup plus grande que la leur. Donc je pense qu'il était plus sage pour eux de se voir dans le miroir avant d'accuser leurs adversaires. Mais c'est comme ça, quand on a un ennemi en face de soi, on cherche absolument à le diaboliser. Et c'est ce qui s'est passé. Ça c'est pour donner un peu une idée de la structure des janissaires. Les janissaires avaient 2 grandes unités, la cavalerie et les fantassins. Il y avait un commandant en chef. En fait ici vous avez, attendez je vais jouer avec le curseur de nouveau. Ici on ne le voit pas, hein. Ici il y avait un commandant, là il y avait un commandant qui relevait d'un autre commandant et ça remontait jusqu'au sultan. Idem pour la cavalerie, commandant et ça remontait jusqu'au sultan. Et à côté de cela, il y a un juge militaire. Parce qu'il y avait 2 types de tribunaux. Il y avait des tribunaux religieux et des tribunaux militaires. Et les punitions étaient sévères. Et c'est pour ça que cette armée a gardé un très haut niveau de discipline. C'est pour cette raison. Autant les combles de faveur, mais s'il faut un faux pas, gare à eux. Ici vous avez une parade des janissaires. Alors nous allons maintenant parler des raisons du succès de Orkhan. D'abord Orkhan va consolider les acquis de son père. Comment s'appelle son père?
Il s'appelle comment son père? Othman, voilà, Othman Ier. Il faut les garder en tête, les noms. Parce que dans la partie 2, Inch'Allah, d'ailleurs Mehdi est là, notre ambassadeur de Khalil est ici. Il va, Inch'Allah, voir avec les responsables pour la deuxième partie de l'acte 2. Donc retenez bien les noms. Othman Ier, là nous sommes avec Orkhan. Donc il va consolider les acquis de son père et il va même faire en sorte d'étendre la superficie du territoire et surtout de construire progressivement l'État. C'est pour ça qu'Orkhan, on peut dire que c'est un homme d'État, plus que son père. Parce que son père a commencé à construire l'État à la fin de son règne, avant sa mort. Lui, Orkhan, il a eu le temps. Et il jonglait avec les deux. D'un côté, il avait ses expéditions, et de l'autre côté, il veillait à construire, à mettre en place toutes les infrastructures qui permettent de construire l'intérieur. Parce qu'il est conscient qu'on ne peut pas mener des combats éternellement. Qu'un jour, il faut arrêter. Mais si rien n'est construit à l'intérieur, et bien cet empire s'effondrera aussi rapidement qu'il s'est construit. Et c'est le cas de Tamerlan, comme on verra très prochainement, Inch'Allah. Un camp uni pour un dessein commun. La grande qualité des Ottomans, c'est qu'ils étaient tous unis derrière leur chef. Tous. Et d'ailleurs, un historien égyptien disait qu'il y a une grande différence entre les croisades chrétiennes européennes contre les Ottomans et celles menées contre les Arabes. Contre les Arabes, qui a conduit à la prise de la Palestine, de la Syrie, du Liban, etc., les croisés européens, lorsqu'ils sont arrivés en Palestine et au Liban, ils ont trouvé en face d'eux des Arabes tout à fait divisés. Chacun a son petit émirat et chaque émirat combat l'autre. Alors qu'avec les Ottomans, c'est le contraire. Lorsque les croisés chrétiens ou les nouvelles croisades chrétiennes ont été menées contre les Ottomans, ils n'ont pas trouvé un camp adversaire divisé. C'est le contraire. Ils l'ont trouvé comme un mur solide. Aucune défection. Ils sont derrière leur chef. Et c'est ça le secret de leur puissance. En fait, quelque part, les Ottomans n'ont fait que traduire dans leurs actes des enseignements sacrés de l'islam. Ils n'ont fait que traduire dans leurs actes ce verset coranique très important. Accrochez-vous tous à l'accord de Dieu, ne vous divisez pas. Ne vous disputez pas. Et vous risquez de perdre de vos plumes et surtout, votre force ira en déconfiture. Et rappelons aussi en passant que cette unité qui les distingue, elle est due à la grande discipline que les sultans imposaient. À partir de l'échelon le plus bas jusqu'à l'échelon le plus haut. À tous les niveaux, donc il y a une discipline. D'ailleurs, le frère Métis me permettrait, Inch'Allah Ta'ala, on voit ça chez nos frères turcs, jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des gens très organisés. Moi, quand j'entends, par exemple, je me permets ces petites digressions pour un peu décontracter l'ambiance. Quand j'entends, par exemple, des frères turcs qui organisent le pèlerinage, par exemple. Je connais un frère qui est parti avec eux. Il me dit, le pèlerinage que j'ai accompli avec mes frères turcs et celui que j'ai accompli avec mes frères maghrébins, il dit, c'est comme le jour et la nuit. Vraiment. Comme le jour et la nuit. Et donc ce frère disait que les frères turcs, ils ont un responsable, un amir. Ils le respectent. Et ils le suivent à la lettre. Et tout est organisé. Il dit, quand je vais avec mes frères arabes maghrébins, il y a un chef de façade. Mais ce sont tous des chefs. Tous. Et sans parler de la désorganisation. Ça c'est... Je le disais encore ce matin dans un cours. La parole d'Ibn Khaldoun, apparemment, c'est comme une malédiction qui s'abattait sur nous. Il disait, les Arabes se sont mis d'accord pour ne jamais se mettre d'accord. Et c'est vraiment ça. Donc les Ottomans et les Turcs aujourd'hui ont gardé cette éducation ottomane qui est celle de la discipline de l'organisation. Et c'est tout à leur honneur. Décadence et décomposition de l'Empire byzantin, c'est ce qui a permis à Orkhan de faire ses grandes réalisations. Fondation d'une armée moderne et disciplinée. 120 ans plus tard, le roi français Charles VII
met sur pied la première armée européenne dite moderne, organisée, connue sous le nom des Francs Archers. 120 ans plus tard. Donc vous voyez quand même qu'il y a... Oui, il reste 10 minutes, c'est parfait, c'est ce que je veux. Voyez-vous? Donc les Francs Archers. Et ça c'était en 1447. En 1447, le roi Charles VII met sur pied une armée moderne et organisée. Et peut-être était-il jaloux des Ottomans, de ces fameux janissaires, force de frappe et armée très organisée, c'est fort possible. Aussi parmi... tiens, ici j'ai fondation d'une armée moderne disciplinaire, on a dit ça. Hein. On a déjà parlé de l'institut qu'il avait fondé et des bases qu'il a jetées par rapport à l'architecture. Et je pense, Inch'Allah, qu'on va peut-être arrêter ici ou peut-être vous toucher un mot très rapide sur le troisième, Mourad Ier. Il a régné de 1360 à 1389. De 1360 à 1389. C'est le troisième sultan fondateur de la dynastie ottomane de l'Empire ottoman. Et je rappelle que normalement le successeur qui était prévu, c'était qui? C'était Suleiman. Mais Suleiman est décédé. Mais attention, il ne faut pas sous-estimer Mourad. Il ne faut pas sous-estimer Mourad. Mourad aussi, c'est un génie à sa manière. Je vais vous donner les grandes lignes de sa biographie. Je reprendrai ça dans la deuxième partie, Inch'Allah. Après que notre frère Mahdi nous ait communiqué la confirmation de la date, Inch'Allah Azzawajal. Donc c'est Mourad, fils de Orkhan, ça c'est clair. Il est né à Boursa en 1326. Il est le fils de Holofira, la princesse byzantine auquel on a fait allusion lorsqu'on a abordé la biographie de Orkhan. Il reçut l'éducation de sa mère et étudia à l'université de Boursa. Donc c'est l'un des premiers sultans à être diplômé d'université fondée par son père. Ses surnoms, ça nous allons Inch'Allah les voir lors du cours prochain, Inch'Allah. Ses enfants, il a eu aussi plusieurs enfants que l'on verra également. Il accéda au trône à l'âge de 34 ans. Et je m'arrête ici, Inch'Allah. Et en tout cas, je vous remercie pour votre patience, votre persévérance. Et l'acte 2 aura une deuxième partie. Parce que nous sommes là au troisième sultan, il nous en reste encore deux autres sultans, que sont Bayazid Ier et Mohammed Ier, Mehmed Ier. Je vous donne rendez-vous, Inch'Allah. Au prochain cours, vous serez certainement informés après la confirmation de la date qui normalement est prévue en principe début octobre. Inch'Allah, si tout va bien. Barakallahu fikoum et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.